Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Grandfond et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur le robot open source imprimé en 3D. Alors, quand on m'a demandé de présenter cette conférence, j'avoue que j'y connais pas grand-chose en robot. De par ma génération, un robot, ça m'évoque Goldorak. Donc du coup, je me suis un petit peu renseigné et je suis allé chercher ce qu'était la définition d'un robot. Donc un robot, c'est un dispositif mécatronique conçu pour accomplir automatiquement des tâches, imitant ou reproduisant dans un domaine précis des actions humaines. La conception de ces systèmes est l'objet d'une discipline scientifique, branche de l'automatisme nommée robotique. Donc pas très sexy de prime abord, surtout quand on nous annonce que nous allons bientôt tous cohabiter avec des robots. Donc pour certains, c'est une source d'inquiétude. Donc là, on peut remercier Terminator, ce genre de film d'anticipation qui nous ont fait bien aimer les robots. Mais pour d'autres, c'est une approche un petit peu différente. Et c'est le cas de Gaël Langevin que je vous demande d'accueillir, qui va nous parler de son robot. Et on peut l'applaudir. Bonjour à tous. On s'assoit. Oui, on va s'asseoir, on sera bien mieux. Alors Gaël, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Alors, déjà, je m'appelle Gaël Langevin, c'était marqué tout à l'heure. Je suis sculpteur. Voilà, les robots, ça commence direct. Je suis sculpteur designer et je fabrique des objets pour la publicité. Et en fait, dans mon travail, depuis que je suis petit, je crée des objets, je fabrique des objets. Et on voit dans le slide qui passe derrière, on l'a mis en boucle parce qu'on ne savait pas trop comment se débrouiller pour faire passer le truc. Mais dans le slide derrière, il y a des clients pour qui je travaille et j'ai fabriqué des objets. Donc dans les objets que vous connaissez certainement, il y en a un, c'est Nature et Découverte. C'est une tortue qui est sur une map monde et c'est un logo que j'ai créé pour Nature et Découverte il y a une vingtaine d'années maintenant. Un autre, un petit peu moins classe que vous connaissez peut-être, c'est Flamby. Lorsque vous achetez des flambis, il y a un paquet de flambis. Sur le paquet, il y a un faux flambi en résine que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est le type d'objet que je fais. Et je travaille pour des grandes marques comme Chanel, Dior, en créant toutes sortes de choses. Très bien. Vous nous dites que vous êtes un maker et que vous êtes un maker depuis l'enfance ? Oui, alors en fait, effectivement, c'est-à-dire que depuis que je suis petit, je construis des choses. J'adore trouver quelque chose qui ne fonctionne pas, l'ouvrir, découvrir comment c'est à l'intérieur. Et en l'occurrence, j'avais trouvé le réveil de mes parents qui avait l'air de ne pas fonctionner, alors qu'il fonctionnait très bien. C'est simplement qu'ils n'avaient pas remonté la petite manette derrière et je croyais qu'il était cassé, donc je l'avais entièrement démonté le réveil pour voir et découvrir les engrenages qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est des trucs, depuis que je suis petit, j'adore enfoncer des clous dans des planches, j'adore faire de la pâte à modeler, j'adore bricoler avec mes mains, maker. Ok. Donc pour vous, un maker, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre les mains dans le cambouis, qui va essayer un petit peu de tout démonter, de voir comment c'est conçu et de s'approprier ces objets ? Alors, maker, c'est dans toutes sortes de domaines. C'est pas forcément dans le bricolage avec un marteau ou une pince. Pour moi, le maker peut être dans le numérique, peut être dans la communication, peut être dans le cinéma. À partir du moment où on a une envie de créer, de transformer des choses qui sont déjà existantes, d'aller plus loin, de chercher dans le cœur des choses, je pense que là, à ce moment-là, on est maker. En fait, on est tous, a priori, maker à différents niveaux. Très bien. InMove, c'est quoi ? Comment on pourrait le définir simplement ? Alors, InMove, c'est un robot qui est entièrement imprimé en 3D. Toutes les pièces que vous avez ici, là, chaque pièce fait 12 cm par 12 cm. Et donc imprimable sur une petite imprimante de maison. On peut reproduire donc toutes ces pièces. Au-delà du fait que c'est un robot qui est assemblé ensemble comme une sorte de gros Lego, il a aussi la possibilité de communiquer, de parler avec un système à l'intérieur, un ordinateur qui lui permet de communiquer, d'aller sur Internet, chercher des informations. C'est aussi maintenant une communauté, c'est-à-dire que ce robot, quand j'ai démarré le projet, ça a démarré avec un travail professionnel. On m'a demandé de créer pour une grande marque de voitures française qui fait des voitures pour les handicapés. On m'a demandé de créer une prothèse de main qui est un look futuriste. Et en fait, cette main, à l'époque, je me suis dit,
qu'est-ce qui ferait qu'elle serait futuriste. Et je venais d'acheter une petite imprimante 3D, et c'est comme ça que le projet a démarré. Je me suis dit, tiens, si je crée cette prothèse imprimée en 3D, est-ce que ça, c'est un truc futuriste? On était en 2011, et à l'époque, sur Internet, si vous tapiez prothèse imprimée en 3D, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien de prothèse qui était imprimée en 3D. Et je me suis dit, ça, c'est le truc du futur. Et j'ai proposé le projet au client, et finalement, des problèmes de budget, la campagne ne s'est pas faite. Mais comme j'adore les mains, depuis que je suis petit, j'adore les mains, j'ai quand même modélisé cette main, motorisé cette main, et proposé tous les fichiers sur Internet de façon à ce qu'elle puisse être utilisée réellement en prothèse. Et ça a déclenché le projet InMove, qui fait que depuis, il y a des gens qui s'en servent pour, vous avez dû en entendre dans les médias, des gens qui s'en servent pour les enfants handicapés. Alors, elles ne sont pas performantes, elles ne sont pas forcément très belles, mais c'est un premier pas vers quelque chose qui permet aux makers, à un environnement, une communauté, de travailler sur un projet, développer cette prothèse. Et au-delà de ça, c'est le projet InMove. C'est-à-dire que vous connaissez le proverbe, vous donnez la main, et puis finalement, c'est tout le bras qui y passe. Là, c'est la même chose. Une fois que j'avais fait cette main, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais faire le biceps, l'épaule, le torse, la tête. Et voilà, j'étais parti dans un projet un petit peu dingue. Donc en fait, le projet a commencé par une prothèse de la main. Oui. Et est-ce que cette prothèse, mis à part des personnes qui l'auraient imprimée chez elles, a réellement servi dans le domaine médical? Effectivement. Alors en fait, c'est encore du développement, d'autant plus qu'il y a des histoires de licence et éthique, c'est-à-dire que quand on parle de prothèse, on ne peut pas commercialiser le produit, puisque c'est imprimé en 3D, il faut passer toutes sortes de tests. Mais pour faire des essais de prothèse, pour utiliser cette main, c'est tout à fait jouable. J'ai une main que j'ai apportée, mais que je ne montrerai pas aujourd'hui, qui est connectée sur les muscles avec un bracelet, et on peut la faire communiquer avec ce bracelet directement sur les muscles sans avoir d'éléments qui traversent la peau. Donc elle peut être utilisée en tant que prothèse, sauf que ce n'est pas autorisé réellement comme une prothèse. Très bien. Donc vous avez décidé, dans un monde où on court plutôt après le financement et la levée de fonds, vous avez décidé, vous, de publier vos fichiers en open source, donc de partir sur le libre et gratuit. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans cette direction ? Alors ça, en fait, ça remonte avant même le robot. C'est-à-dire que je trouvais des ordinateurs dans la rue. À Paris, les gens jettent des trucs incroyables et je trouvais des ordinateurs. Et avec ces ordinateurs, puisqu'ils étaient cassés, a priori, comme le réveil de mes parents, je pouvais les démonter et aller voir ce qui se passait à l'intérieur de ces ordinateurs. Et puis, forcément, ils étaient tous avec des systèmes Windows ou Apple. Et bien sûr, il y a un autre système d'exploitation qui s'appelle Linux, qui lui est gratuit et permet d'être installé sur n'importe quel type d'ordinateur. Donc j'ai découvert Linux, j'ai découvert comment on codait et comment installer ces systèmes d'exploitation sur ces ordinateurs. Et en fait, ces gens qui développent ces systèmes d'exploitation le mettent en partage sur Internet et donnent accès à n'importe qui pour pouvoir installer un système d'exploitation sur un vieil ordinateur obsolète et le faire tourner à nouveau. J'ai trouvé que c'est cette démarche fabuleuse. Je me suis dit, là, ça me permet, moi, d'avoir un ordinateur, de le faire tourner, de le faire fonctionner avec ce système. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de logiciels qui gravitaient autour, des logiciels de 3D, des logiciels de musique, des logiciels de photos et comment on appelle ça, de texte, d'édition de texte également. Et j'ai commencé à télécharger ces logiciels. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Blender, qui est open source, donc en accès libre, et qui permet de modéliser entièrement ce robot. Donc avec un logiciel gratuit. Et quand j'ai fait ces pièces de main avec ce logiciel, je me suis dit, pourquoi les vendre ? Je vais plutôt repartager dans l'autre sens la possibilité, le fait que d'autres personnes vont pouvoir utiliser mes fichiers et s'en servir. Alors tout à l'heure, Laurent Alexandre parlait du monde des bisounours de l'open source. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est une vision peut-être un petit peu facile de notre environnement. On parle de guerre, de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, au fond de soi, chacun de nous a la possibilité de partager des choses et on n'est pas obligé forcément de commercialiser systématiquement ce qu'on est en train de faire.
Vous nous dites également que la communauté InMove a commencé au moment de ces partages. Comment vous pourriez décrire le phénomène qui a entouré le lancement du partage des fichiers du robot? Alors en fait, c'était assez surprenant. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais mis cette main sur Internet, en quelques semaines, il y a des gens qui ont commencé à envoyer des emails, à poser des questions. On peut s'en servir réellement comme prothèse. C'était essentiellement en anglais tout ça, puisque j'avais tout mis sur un site qui s'appelle Thingiverse et qui est en anglais. Et en fait, très rapidement, ces gens envoyaient des emails jusqu'au point où j'ai quelqu'un qui est venu sonner à ma porte pour me demander d'imprimer une prothèse pour une personne de sa famille qui était en difficulté, qui avait perdu un membre. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais il faut tout de suite trouver une solution et faire en sorte que les gens n'aient pas à sonner à ma porte pour avoir des informations. Donc, création d'un site, le site inmove.fr, qui permet à tout un chacun d'aller sur ce site, de découvrir, consulter chaque fichier, avoir des tutoriels qui expliquent la construction, la genèse des pièces, et ensuite avoir une communauté qui puisse communiquer les uns avec les autres, dans des systèmes de forums, qu'ils soient en français ou en anglais ou autre. Voilà, à partir de ce moment-là, cette communauté a commencé à communiquer, travailler ensemble, et ça a été tout le développement de la suite qui permet aux robots de parler, de regarder, de voir des choses et prendre des objets. Est-ce qu'à un moment, vous avez craint un détournement du projet, de mauvais usage de ce partage? Et est-ce que vous pensez que du fait de la communauté de l'open source, ça a pu vous en protéger quelque part? Alors tout à fait. En fait, ça c'est assez pernicieux du côté open source. Il y a plein de gens qui vont dire oui, mais si vous ne brevetez pas vos fichiers, vous allez vous retrouver dans une situation, on va vous prendre vos fichiers, on va vous les voler, on va faire n'importe quoi avec. En fait, plus vos fichiers sont connus, plus votre projet est large, est un open source, et plus la communauté va vous protéger. Et là, c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un essaye d'utiliser le robot, parce que je dois préciser un truc, il est en open source sous une licence non commerciale. Ce qui fait que, en tant que sculpteur, j'ai choisi cette démarche parce que ça me permet de protéger mes droits en tant que sculpteur. Ce qui fait que n'importe qui ne peut pas utiliser les fichiers et s'en servir pour commercialiser les pièces du robot. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent le télécharger, l'utiliser, s'en servir pour un projet universitaire, à la maison, chez soi, n'importe quoi, mais on ne peut pas travailler et vendre les pièces. Donc, ce qui se passe, on a eu quelques personnes qui ont tenté de commercialiser des pièces du robot. Et immédiatement, la communauté, dès qu'elle découvre, elle nous prévient. On a des juristes, des avocats qui peuvent mettre en branle tout de suite une action à l'encontre de ces personnes. Alors, cette action, elle n'est pas non plus... elle est modérée. C'est-à-dire que je conçois tout à fait le fait que certaines personnes n'aient pas compris qu'il y avait une licence appliquée sur les pièces, d'autant plus qu'on dit que le robot est en open source, donc c'est open source avec des guillemets, et ce qui fait qu'on n'applique pas forcément une attaque immédiate sur ces personnes. Très bien. Donc, c'était plutôt positif comme... C'est très positif. En fait, je n'aurais pas imaginé une seconde que le fait de mettre en open source des fichiers puisse atteindre un côté mondial comme ça a pu l'atteindre. Aujourd'hui, il y a plus de 78 universités dans le monde, 82 pays construisent le robot. On est à plus d'1 millier de clones du robot dans le monde, donc c'est assez surprenant. Donc on retrouve InMove dans des écoles d'ingénieurs essentiellement et ailleurs j'imagine, mais quels sont les usages? Est-ce que vous connaissez les usages qui sont faits de votre robot? Alors là, c'est très divers. C'est très divers. On va avoir des gens qui vont s'en servir pour toute la partie vision, des universités qui vont travailler, développer des fichiers comme OpenCV, des systèmes d'exploitation sur le robot. Et puis ensuite, on va avoir d'autres personnes qui vont travailler sur la relation entre le robot et l'humain. On va avoir d'autres personnes qui vont ne travailler que sur la main pour pouvoir s'en servir en tant que prothèse. C'est très varié. Ce qui est assez étonnant de constater par rapport à la communauté et le côté open source, c'est que les gens qui partagent le plus sont des personnes chez elles. Ce ne sont pas forcément des gens qui travaillent en université. En fait, au fond de chacun, on a
décider est-ce que j'ai envie de partager ou pas. Et c'est un petit peu comme est-ce que je trie mes déchets ou pas. Eh bien, certaines personnes, certaines grosses sociétés vont pas s'embêter à trier les déchets parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, alors que chacun de nous se pose la question, il faut que je trie ou pas. Eh bien, le partage, c'est la même chose. Et en fait, les personnes qui sont chez eux ont tendance à beaucoup plus partager des éléments que des grosses boîtes ou des universités même. Très bien. Donc ce robot, il est là. Il est, moi, je le trouve esthétiquement vraiment sympathique. Il est à mi-chemin entre 6PO et un Stormtrooper. Oui. Hein, c'est un petit peu le look qui ressort. Ce qu'on aimerait savoir maintenant qu'on l'a vu, qu'on sait comment il est construit mécaniquement, c'est comment il fonctionne. Qu'est-ce qui l'anime? Alors, il fonctionne à la voix. Alors, on peut tenter tout de suite. Hein. C'est le moment toujours un petit peu inquiétant. Hein. En général, à ce moment-là, le robot, il ne veut pas forcément répondre. On va voir si ça fonctionne. Il a sa sensibilité également. Can you hear me? Yes, very well. Can you hear my voice? Yes, I can hear your voice. It means we have a good connection. What will allow you to step forward into your inspiration? Donc là, en fait, quand je suis en train de lui parler, il utilise Internet, il est connecté à Internet et il fait ses requêtes directement sur Internet. C'est pour ça que si on n'a pas un bon Internet, évidemment, tout d'un coup, c'est un petit peu lent au niveau des connexions. Giving. Close your left hand. Alors là, en fait, il entend le micro. That's what robots do. Il parle en anglais. Ah oui, je dois préciser. J'espère que vous parlez tous anglais parce qu'en fait, non, il faut apprendre l'anglais parce que... Alors, non. Ça s'apprend à n'importe quel âge. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. En fait... je le fais parler en anglais parce que la communauté, au départ, j'avais partagé tous les fichiers dans la version en anglais, essentiellement, pour toucher les pays anglo-saxons et toucher le monde entier. Et aujourd'hui, il y a une communauté française qui travaille également sur une version française. La version française fonctionne très bien. Par contre, il n'a pas du tout la même façon de s'exprimer. Il a une façon un petit peu particulière et j'ai du mal à l'utiliser en français. C'est pour ça que je le fais toujours en anglais. Alors, en anglais, c'est mon copain. Alors attendez, je recommence. Close your right hand. Closing my right hand. Close your left hand. Closing my left hand. Da Vinci. This is a quote from Leonardo da Vinci's drawing. Surrender. Surrender. Relax. Relax. That's very good. Thank you very much. How much is 2 plus 2? 4. How much is 1,266 plus 2,264? 3,530,000. Ça, c'est pas mal. Il n'a pas été à l'école et il est capable de sortir ce genre de choses. Moi, j'ai été à l'école, je ne suis pas capable de calculer à ce point-là. Je pense que personne n'a pu vérifier si le calcul était bon ou pas, de toute façon. C'est même pas la peine d'essayer de savoir si ça marche ou pas. Quel est le système d'exploitation? Donc, j'imagine que c'est également de l'open source qui tourne dedans. Sur celui-ci, il tourne avec un système qui est sous Windows, pardon. Et par contre, on peut l'installer sous Linux, sous Mac également. Et est-ce que ce robot intègre une intelligence artificielle? Alors, c'est tous les débats d'aujourd'hui. Est-ce que les robots ont des intelligences artificielles? Alors, il y a pas mal de gens qui disent que ce robot n'est pas un robot, c'est une marionnette, parce qu'en fait, je lui dis de faire des choses. Et pourtant, il y a quand même de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Mais au sens petit du terme intelligence artificielle. Et je pense que dans tous les domaines, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que j'utilise Google API pour aller chercher, faire des requêtes. Donc ça utilise des algorithmes de machine learning pour aller faire des requêtes.
Pour l'instant, ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce ne sont que de petits algorithmes qui travaillent les uns à côté des autres et qui permettent de fonctionner et de donner des informations, aller chercher des informations, trier des éléments, mais il n'y a pas encore l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire également de l'intelligence artificielle. Je mets toujours ça entre guillemets parce que on en parle beaucoup et pour l'instant, ce n'est que embryonnaire tout ça. Ça deviendra intelligent à partir du moment où tous ces algorithmes pourront se connecter sur Internet, s'interconnecter et communiquer les uns avec les autres, ce qui n'est pas encore le cas. Et j'espère que éthiquement, d'ailleurs, on mettra de certaines clauses là-dessus. J'espère qu'on va travailler. Donc ces algorithmes, aujourd'hui, ils peuvent également utiliser la vision, travailler, définir ce qu'ils sont en train de voir. On peut tester tout de suite ce qu'il est en train de voir. What do you see? Let me check. My processor is not very powerful. Be patient. Alors il tourne sur une petite tablette. Tout le système d'exploitation est installé comme un gros smartphone. Et donc, il est en train d'analyser ce qu'il est en train de voir. Possiblement qu'il nous dit qu'il ne voit rien du tout. 14 chairs. One person. Eh bien, c'est totalement faux, mon ami. Alors donc, à mon avis, là, c'est une histoire de champ de vision, de profondeur de champ de vision. Ça doit être pour ça qu'il a défini qu'il ne voyait que 14 chaises et une personne. Voilà. Donc là, il utilise des algorithmes de machine learning, donc des algorithmes d'intelligence artificielle. Par rapport à cette intelligence artificielle, ces derniers temps, on a relevé un bug au niveau de l'intelligence artificielle. Où effectivement, quand on montre une orange, il détecte un hélicoptère. Certains y voient la fin de l'intelligence artificielle. Vous, quel est votre ressenti par rapport à ce qui pourrait être un petit problème, comme ce qui pourrait être un énorme problème dans cette technologie ? À mon avis, ces formes d'intelligence artificielle, elles vont se développer, elles vont se transformer. Là, quand un robot ne voit que, par exemple, il peut analyser devant et ne pas voir qu'il y a une personne, mais voir une statue ou quelque chose comme ça, c'est simplement qu'il a mémorisé, on lui a appris sur 1 millier d'objets, cet objet-là doit avoir cette forme-là, doit avoir cette couleur-là, et c'est comme ça qu'il va définir ce qu'il est en train de voir. Plus on a du data, et c'est ce que font les GAFAM, ils récoltent énormément de data via nos téléphones, via nos informations. Plus ils ont de data et plus ils ont la possibilité de définir ce qu'ils sont en train de voir. Donc je ne pense pas que dans l'avenir, ce soit la fin de l'intelligence artificielle. Bien au contraire, je pense que ça va s'amplifier intensément et ça va aller très très rapidement. D'ailleurs, on sait que les plus prestigieuses universités s'intéressent à votre robot. Vous êtes intervenu au niveau de Polytechnique. Est-ce que vous savez si l'école a prévu de construire son propre robot ? Alors, oui, j'avais fait un TEDx à Polytechnique. Et en fait, suite à ça, il y a pas mal d'étudiants qui étaient venus me voir pour me demander est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'imprimer à Polytechnique. Et par contre, je ne sais pas s'ils ont finalement décidé de l'imprimer ou s'ils sont partis sur un autre sujet de robot. Par contre, il est construit dans beaucoup d'universités pour des projets assez surprenants. Et on en a un en Nouvelle-Zélande où ils utilisent le robot, non pas pour voir ce que le robot est en train de regarder, mais pour voir comment les gens se comportent face à un robot. Donc d'abord, ils l'ont imprimé entièrement en plastique rouge, ce qui est assez surprenant. Ensuite, ils lui ont fait des yeux tout blancs à l'intérieur de cette enveloppe rouge. Et là, ils ont commencé à filmer les interactions que pouvaient se produire avec les gens qui étaient devant et analyser si la couleur d'un robot importait ou pas. Est-ce que ça définit une forme raciale immédiatement? Donc ils ont commencé à travailler sur des sujets comme ça. Est-ce que le robot doit être noir et blanc? Est-ce qu'il doit être jaune, rouge, vert ou autre? Est-ce que ça importe énormément sur la réaction des gens qui sont en train de regarder le robot? Et je trouve ça super intéressant, c'est prendre la chose à l'envers. Il y a également des études sur le genre. Par exemple, le robot, quand on le regarde comme ça, il est plutôt masculin, il a une voix d'homme. Est-ce que vous pensez que c'est un paramètre à prendre en compte dans la création des robots ? Oui, alors en fait, celui-ci, il est plutôt masculin.
Plutôt masculin parce que c'est relativement simple. L'explication, c'est que quand j'ai fait la main, j'ai utilisé la taille de ma main que j'ai mise sur l'ordinateur. J'ai fait le tracé du tour de ma main et c'est comme ça que j'ai créé cette main. Puis ensuite, quand il a fallu faire l'avant-bras, j'ai pris la longueur de mon avant-bras, j'ai mesuré et j'ai fait à peu près la taille de mon avant-bras. Le bicep, je me suis bien trompé. J'ai fait beaucoup plus gros histoire d'être plus balèze, et ainsi de suite. Et en fait, c'est pour ça qu'il a ce côté un peu masculin. Par contre, au niveau du visage, ce que je voulais, c'était créer plutôt quelque chose qui soit androgyne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et donc, il est transformable. Les gens qui le téléchargent vont le reproduire et parfois vont lui mettre une perruque ou vont commencer à le transformer dans un aspect plus féminin. Vous remarquerez également que sexuellement, il n'a qu'une boîte, c'est la Sexbox, et il n'y a rien dedans. C'est aux personnes qui sont en train de construire le robot de développer ce qu'ils ont l'intention de faire avec ça. Voilà, tout est possible. Donc. Tout est possible, voilà. Je ne veux pas aller dans les détails. Donc, on imagine tous que dans les années qui viennent, l'humanité va devoir composer avec les robots. Vous voyez ça comment, vous, cette cohabitation avec les robots ? Alors, pour ma part, j'essaye d'être le plus positif possible. C'est-à-dire que je suis assez angoissé par rapport à tout ce qui est en train de se passer avec les intelligences artificielles et assez angoissé sur le fait que en Europe, on n'est absolument rien réellement face aux GAFAM et aux géants des États-Unis. On en parle assez souvent, mais on aurait la possibilité en fait de transformer notre situation en créant une intelligence artificielle, une méga intelligence artificielle qui soit open source, accessible à tous, transformable par tous. Et dans ce cas-là, on pourrait rivaliser avec les géants des États-Unis et de Chine. Je pense que c'est un des trucs qui pourrait permettre d'aller plus loin, et eux puiseraient dans nos éléments, mais nous pourrions puiser dans leurs éléments, puisqu'ils créent des choses. La relation entre l'humain et le robot, elle va se jouer dans les années à venir par la transformation petit à petit de l'homme augmenté. On va utiliser ce qu'on a été capable de faire sur un robot pour avoir une vision dans la nuit. On va utiliser ce qu'on peut faire sur un robot de façon à ce qu'il détecte immédiatement ce qu'il est en train de voir en quelques secondes. Ces éléments-là pourraient être implantés soit sur les humains ou utilisés sur des lunettes, ou bien vous avez perdu votre main, c'est une main robotique qu'on met à la place. Vous perdez votre bras, c'est un bras qu'on vous remplace. Vous perdez tout le corps, c'est tout le corps qu'on vous remplace. Et je pense que c'est dans ce sens-là que la symbiose va s'exécuter, va s'exercer. C'est cette connivence dans les deux systèmes. Je ne pense pas qu'il y aura les robots et les humains. Ce sera un mélange des deux. Très bien. J'avais une question un petit peu plus pragmatique. J'imagine qu'un tel projet doit prendre énormément de temps. Et sauf erreur, en tout cas dans la région, on n'en a pas. Il n'y a pas de supermarché open source. Non. Donc, quelles sont les perspectives d'avenir et comment vous pouvez continuer à travailler sur ce projet tout en restant dans cette logique d'open source ? Oui, c'est vrai. Il n'y a toujours pas de sandwich open source. Donc, il faut bien trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. En fait, en faisant des débats, en faisant des interventions, déjà, ça permet de financer partiellement le robot. Et puis après, au-delà de ça, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que le robot intègre des cartes qu'on appelle des cartes Arduino, qui sont des microcontrôleurs et qui permettent de lancer des tâches sur les servomoteurs. Ces microcontrôleurs ont besoin d'un shield. C'est une autre carte qui vient se brancher dessus. Et ce shield-là, en fait, il est relativement complexe du fait qu'il est utilisé sur le robot. Donc ce shield-là, on l'a développé avec des Hollandais et on le produit en Chine et on le vend sur le site InMove. Et les gens qui sont en train de construire le robot peuvent acheter ces produits et faire fonctionner plus facilement leur robot. Donc en fait, c'est d'arriver à trouver une méthode qui permet de financer la suite du projet sans aller bouleverser le côté éthique du projet. C'est assez difficile à trouver. Hein. Je n'ai aucun financement, aucune aide pour construire ce robot depuis, ça va faire 7 ans maintenant. Je n'ai jamais demandé à toucher des fonds ou quoi que ce soit comme aide. J'ai toujours décidé que j'allais me débrouiller par moi-même. Et donc, les seuls apports, ce sont des donations
de personnes qui viennent faire des dons sur le site. Donc, pour ne rien vous cacher, en 3 mois, là, j'ai eu 3,50 € de donation. Donc, ce n'est pas ça mon sandwich open source. C'est bien la vente des cartes électroniques qui sont à l'intérieur du robot qui permettent de continuer le projet et de faire des conférences et d'aller rencontrer les gens. Mais je pense que pour convaincre les personnes d'acheter cette fameuse carte, une démonstration des possibilités du robot, je pense que tout le monde sera d'accord pour assister à ça maintenant. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. Can you hear me? Yes, I can hear you. I'm glad we have a good connection. What would allow you to step forward into your inspiration? Take the ball. Taking the ball. Alors je précise qu'en fait là le robot n'utilise pas les caméras pour voir la balle et pour définir où se trouve la balle. Je le précise parce qu'en fait on a la possibilité de le faire, mais on n'est pas encore capable de le faire avec ce robot. Donc ce qui fait que là il est programmé pour aller prendre la balle à un endroit précis et moi je sais où je lui mets la balle. Par contre, le fait qu'il est entièrement imprimé en 3D fait qu'il est, relativement pas très précis. Vous voyez, si je bouge le bras, par exemple, j'ai du jeu au niveau du bras. Et donc, ce qui est difficile quand on crée une action comme celle-ci, c'est ensuite d'aller faire prendre avec l'autre main la balle qui se trouve dans la première main. What is it? Let me check. Donc là, il doit tenter avec la deuxième main d'aller attraper la balle. Et je sens que... Ouais. I will start tracking the object. Donc là, il démarre les caméras, ce qui lui permet de définir ce que c'est comme objet. Et à partir de ce moment-là, on peut faire d'autres choses. On pourrait lui faire poser la balle dans un gobelet ou lui faire lâcher la balle. C'est ce qu'on va faire. Put it down. If you want me to do something, how you ask is important. Put it down. Putting it down. Voilà. Là, il a lâché la balle. Et il l'a lâché avant qu'il n'aurait pas dû la lâcher aussi rapidement. Open your left hand. I'm loyal. I'm loyal too. How are you? Loyal not. I love you. I love you too. Relax. Relax. How much is 4 plus 4? 8. How many fingers do you have? Let's see how many fingers do I have. 10, 9, 8, 7, 6, and 5 makes 11. 11. Yeah, that's not right. That doesn't seem right. No, I think I'd better try it again. please do. 1, 2, 3, 4, 5. And 5 makes 10. It is better. Lulu has 10 fingers. That's much better. Thank you for sharing your perspective. What about Star Wars? Et voilà, il est capable de faire ces 3 PO. Et en fait, c'est ça qui m'amuse. Bien plus que toute la partie intelligence artificielle et autres, c'est de créer un robot qui peut interagir avec les gens, mais qui peut à la fois m'amuser, puisque c'est une sculpture. Est-ce que vous avez eu des résultats justement des Néo-Zélandais qui travaillent sur la relation homme-robot? Est-ce qu'on sait quel type de réaction ça peut entraîner? Est-ce qu'il y a de la sympathie? On sait qu'il y a de la peur, mais est-ce qu'il y a de la sympathie? Est-ce qu'on a envie de côtoyer les robots? Est-ce que vous avez des résultats sur ces études? Alors ces études, en fait, elles ont été légèrement déviantes.
Et parce que je pense que la personne qui a mené les études à la base a voulu faire parler de lui. Et donc, en fait, ils ont amené l'étude dans la direction raciale. Ils ont vraiment transformé le truc en disant, il a essayé de démontrer que les robots d'aujourd'hui sont tous blancs, voire avec un petit peu de noir, mais pas trop. Et tout ça pour dire qu'en fait, on fait des robots qui sont blancs parce que c'est une histoire raciale. Je pense que là, moi j'ai utilisé du blanc parce que j'ai du plastique blanc et j'ai utilisé les pièces noires parce que j'aimais bien le robot du film iRobot et c'était pas forcément lié à une idée raciale. Et je pense que c'est se tromper un petit peu sur cet axe-là, puisque on utilise le blanc parce que c'est ce qui représente la technologie aujourd'hui. Tout ce qui est, tous les bras robotiques sont, même s'ils n'ont pas une tête, ils sont en blanc parce que ça fait technologie, ça fait moderne, c'est propre. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir passer à des questions du public, si vous en avez. Je vais vous demander de lever la main, puis je vais venir vers vous. Cet amphithéâtre est grand, en fait. Un peu grand par rapport au nombre de personnes. Bonjour, donc je m'appelle Romain Rosé, j'ai créé Ergocine, une société de services informatiques, et je suis spécialisé dans le logiciel libre. Donc je suis libriste convaincu, et donc pour reprendre l'exemple d'iRobot, je suis un peu comme vous, j'aimerais bien voir un monde avec ce genre de robots, mais ce qui me fait peur, c'est des robots contrôlés par des corporations, par des sociétés. C'est ce qu'on a avec les smartphones, mais à l'échelle de machines ultra puissantes et qui se baladent dans la rue. Est-ce que vous pensez que ce soit InMove ou des projets dans le futur peut-être plus développés quand en robotique on sera meilleur qu'actuellement, est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera possible d'imprimer, en achetant tout ce qui est servomoteur je suppose, mais en tout cas d'imprimer un robot de ce type-là chez nous qui puisse être utile pour des tâches ménagères, est-ce qu'on pourra un jour imprimer un robot open source de type iRobot, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, je ne vois pas pourquoi. En fait, je pense qu'à partir du moment où les techniques d'impression 3D vont se développer, on peut imaginer le développement de certaines techniques dans l'impression 3D qui incluraient le passage de câbles, le passage d'éléments comme ça. Voire même aller encore plus loin, d'imprimer des éléments qui soient réellement à base de chair humaine, comme de la chair humaine. Je pense que dans un premier temps, déjà celui-là est imprimable en 3D, mais il n'est pas réellement capable de faire la vaisselle. On pourrait lui faire la vaisselle, mais ça va être un désastre, il va casser tout dans la cuisine. Mais en le travaillant dessus, en développant les algorithmes de machine learning, en développant tout ce qui est programmation sur le robot, on peut lui faire des tâches. Donc je pense que je ne vois pas pourquoi, dans les quelques années à venir, on ne pourrait pas développer l'impression 3D au point où on pourrait créer son propre robot chez soi qui soit réellement utilisable avec des fonctions. Là, on est en train de parler sur un humanoïde. C'est assez grandiose comme projet, c'est un peu énorme. Il y a le problème de la marche. Celui-ci ne marche pas, ne peut pas se déplacer, mais on peut le mettre sur des roues pour qu'il puisse se déplacer. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte au niveau de la robotique. Juste ouvrir une porte pour un robot, c'est très compliqué. Si la poignée est ronde, si la poignée est longue, si la porte est noire ou blanche, tout ça, ça rentre en ligne de compte et c'est très compliqué. Donc, techniquement, c'est possible d'imprimer un robot dans le futur et de le faire fonctionner. Il y a encore une grosse marge au niveau de l'utilité et la possibilité de faire fonctionner ces robots dans notre environnement. Et si vous deviez faire une prédiction en termes d'années, vous aurez une idée? C'est difficile de se prononcer là-dessus. Je pense que, à mon avis, d'ici une vingtaine d'années, on a des robots un petit peu partout qui ne seront pas forcément imprimés en 3D, mais qui seront autour de nous, dans les aéroports, dans les gares, des robots poubelles, des robots qui viendront demander si tout va bien, si on n'a pas perdu notre route. Ça c'est dans les quelques années à venir, ça sera là. C'est des gros smartphones, en fait, dotés de certains algorithmes qui peuvent faire tout ce que notre téléphone est capable de faire, mais
qui vont se déplacer dans notre environnement. Après, des tâches ménagères, il existe déjà des robots qui peuvent faire l'aspiration, nettoyer, pas nettoyer par terre, mais passer l'aspirateur. On va avoir des robots qui vont être capables, un peu plus capables que simplement passer l'aspirateur. Un robot qui sera capable de passer l'aspirateur, mais qui sera aussi capable de détecter s'il y a du monde dans la maison, donc de faire un peu de surveillance, d'ouvrir les fenêtres, les volets s'il y a besoin, d'envoyer des informations par rapport à son environnement. Est-ce qu'il y a le feu dans la maison ou s'il n'y a pas le feu? Voilà, c'est ce genre de choses qui va se développer très très rapidement. Et après, de type humanoïde, à mon avis, c'est une 20-25 ans. On a déjà Pepper qui commence à apparaître, on a d'autres robots de ce type-là. Et si vous avez l'occasion d'aller sur Internet et de regarder les robots de chez Boston Dynamics, vous apercevrez qu'il y a des robots qui sont assez incroyables, qui sont capables de faire des sauts périlleux, qui sont humanoïdes et qui font des sauts périlleux et qui sont surprenants. En tout cas, merci de nous donner une alternative open source à tout ça. Ouais, j'espère bien. Et il n'y a pas que dans la robotique, c'est dans l'intelligence artificielle qu'il faut travailler surtout, en open source. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah si, là. Bonjour. Alors, Bonjour. moi, je voudrais savoir si l'anthropomorphisme qu'on recherche tout le temps dans les robots, c'est pas un peu se mettre des bâtons dans les roues? Parce que quand même, la bipédie n'est pas quelque chose de très répandu dans la nature. Est-ce que tout simplement faire des robots d'accompagnement comme ça, ce serait pas plus rapide d'en faire déjà des quadrupèdes ou des tripèdes, peu importe, Tout à fait d'accord. ou même des centaures, je ne sais pas. En fait, c'est assez ridicule d'aller se lancer sur un projet comme ça. Je pense que dans un premier temps, et c'est pour ça que les commerçants, les gens qui ont envie de vendre de la robotique vont partir surtout d'abord sur des robots aspirateurs, sur des robots qui vont faire des tâches simples. Mais si vous voulez à un moment donné être capable d'avoir une aide à la personne qui va être capable réellement de faire les courses pour vous dans un supermarché, imaginons que dans les quelques années à venir, on fasse encore nos courses dans les supermarchés, pour pouvoir prendre des paquets de chips à un certain niveau, il faut que ce soit un robot qui s'apparente à un humain. Si celui-ci est capable donc de prendre un paquet de chips dans les rayons, l'amène à la caisse, passe la caisse, rentre chez vous, il y a des escaliers à monter, il faut qu'il puisse monter les escaliers. Je pense que toutes les tâches qu'on a créées autour de nous, tous les éléments qu'on a créés autour de nous sont adaptés à notre forme. Et donc, si on veut un robot qui soit réellement utilisable et multifonctionnel, il faut qu'il ait la forme humaine. Après, au-delà, on peut tout à fait imaginer prendre le contrôle. Nous, quelqu'un handicapé serait dans sa chambre, pourrait prendre le contrôle à distance d'un humanoïde et lui faire des tâches dans la rue, aller chercher des choses, chercher les enfants, les ramener à la maison. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est se mettre des bâtons dans les roues, mais en même temps, c'est Pinocchio. C'est une forme de rêve. C'est se dire, est-ce qu'on sera capable d'arriver à créer un truc qui nous ressemble et qui est aussi efficace que nous, voire plus? Merci. Merci. D'autres questions? Vous avez décidé de me faire du sport? Alors déjà, merci pour la conférence qui était très intéressante. Merci. Alors, j'ai deux choses. Déjà, la première, c'est vous remercier pour toute la partie éthique, hein, ça a déjà été fait, mais pour tout l'aspect libre et tout ça. Enfin, je trouve vraiment génial qu'il y ait des initiatives comme ça qui fonctionnent, qui durent, et vraiment bravo pour ça. Merci. Et le deuxième point, c'est pour la partie plus médicale. Vous parliez au début du fait que ça ne pouvait pas être considéré comme une vraie prothèse. Aujourd'hui, quels sont les freins que vous rencontrez? Est-ce que vous pensez que cet axe-là va se développer par la suite? Ça va certainement se développer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cause de ces prothèses imprimées en 3D, il y a énormément de boîtes qui fabriquaient des prothèses et qui proposaient des produits
à des prix exorbitants, 60 000 € la main, et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Aujourd'hui, ces boîtes sont en train de travailler activement pour développer leurs trucs de façon à rendre des prothèses encore plus évoluées. Donc c'est intéressant parce que finalement, ça pousse les commerciaux, ça pousse les gens qui créent des produits financiers, qui créent des produits à la vente, à développer leurs produits encore plus dans un axe où il y aura plus de fonctionnalités que les prothèses imprimées en 3D qu'on peut trouver à 400, 500, 1000 €. Et donc ça, je trouve ça très très intéressant parce qu'en fait, ça bouleverse les choses. Ce n'est pas simplement mettre sur Internet des fichiers et puis se dire ça va permettre à des gens de créer des prothèses. Ça bouleverse réellement un système. Et c'est ce qu'on appelle le disrupting. Et aujourd'hui, l'open source est capable de faire ce genre de choses. Là, avec le robot, c'est assez surprenant parce que je n'ai aucun financement. Et en fait, malgré tout, le robot se développe. Ça continue. Il y a des gens partout dans le monde qui continuent à le produire. Et la prothèse a été utilisée, développée, transformée. Et ça va devenir autre chose. Ce sera utilisable. À un moment donné, ce sera réellement utilisable. Merci beaucoup. Merci. Peut-être une dernière question éventuellement. Le temps de vous rejoindre, Gaël, moi je vais vous en poser une par rapport à la communauté open source. Vous avez expliqué que le robot ne parlait pas et que vous avez eu besoin d'aide pour lui faire bouger la bouche en même temps que le discours. Ah oui. Le temps que je vous rejoigne, je vous propose d'expliquer ça. Ok. Oui, effectivement, en fait, j'avais donc sculpté la tête du robot. C'est un petit peu au début parce que j'ai sculpté le robot très très rapidement. En quelques mois, j'avais créé toute la partie torse, main, bras. Et donc, on avait un logiciel qui parlait. On avait une mécanique qui pouvait faire bouger la mâchoire. Mais dans la programmation, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de faire la synchronisation du logiciel et du mouvement de la mâchoire. Et en fait, c'est quelqu'un en Australie qui était en train d'imprimer le robot dans son garage, et cette personne a écrit le morceau de script qui a permis de faire cette connexion. Il a partagé ce script-là sur Internet, donc sur MyRobotLab, le logiciel qu'on utilise pour faire fonctionner le robot. Et une fois que ce script était partagé, du jour au lendemain, tous les InMove étaient capables de bouger la mâchoire en parlant. Ça, c'est juste incroyable. C'est que vous vous réveillez le matin, vous téléchargez la dernière mise à jour et tout d'un coup, le robot a une nouvelle fonctionnalité. Et donc, c'est comme ça que ça avance et c'est surprenant. On a dans la salle une personne qui est juste devant nous, là, et qui lui aussi imprime le robot, qui est de Metz. Et en fait, cette personne a travaillé pour les algorithmes de vision. Et donc, tout à l'heure, quand il a détecté les objets qu'il est en train de voir, il s'est un peu planté, mais c'est un début. Cette personne qui est là a travaillé sur ces algorithmes et la mise en place de ce code qu'il a partagé avec les autres pour faire fonctionner le robot et obtenir une détection des objets qu'il est en train de voir. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ce beau projet, cette belle philosophie. J'espère que vous avez tous apprécié autant que moi cette conférence. Et il est temps de nous dire au revoir. Si vous avez des questions, je pense que Gaël sera disponible. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.